Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Matrice à bugger. Je suis toujours avec Manon. Bonjour. Qui a accepté qu'on refasse des podcasts ensemble. Elle a arrêté son côté je fais des podcasts toute seule. Et aujourd'hui on est avec Aïda. Et comme on est toujours aussi nuls en présentation de nos invités, Aïda, je vais te laisser faire tout le job toute seule. Donc est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai une formation juridique. Je suis passée par une licence, un master et puis un doctorat. J'ai donc commencé ma thèse et aujourd'hui, je suis encore doctorante, ce qui veut dire que je n'ai toujours pas soutenu ma thèse devant un jury qualifié. D'accord. J'ai commencé donc ma thèse en cybercriminalité. C'est trop stylé. Et t'as fait pour en arriver là, t'as fait un master de quoi du coup? T'étais en une spécialité? Oui, non pas du tout. J'ai fait un master en droit des affaires à Dauphine. Et puis la question de la cyber s'est posée pour la première fois lors d'un stage que j'ai effectué au sein du parquet général de la Cour d'appel de Paris. Et après en avoir discuté avec les magistrats avec qui je travaillais, j'ai soumis en fait mon projet de thèse sur la cybercriminalité à mon directeur de thèse et nous sommes engagés dans l'épopée cyber. Ah, trop stylé. Et du coup, tu peux juste nous dire le titre de ta thèse? Enfin, peut-être que t'en as pas encore décidé, mais peut-être une orientation. Ça serait plutôt comprendre comment est envisagée la cybercriminalité et la cyberattaque aujourd'hui en droit. Est-ce que tu penses que ton père pourrait dire exactement l'intitulé de ton sujet de thèse? Parce que j'avais vu une vidéo sur Insta où il demandait, lors de la soutenance aux parents qui étaient présents, est-ce que vous savez le sujet de la thèse de votre enfant? On n'a pas un. Il y avait 10 personnes, je pense qu'il y en a un qui savait. Alors, je pense que c'est moins compliqué que pour certaines disciplines scientifiques. Ouais. Mais en tout cas, oui, mes deux parents savent que je fais une thèse en cybercriminalité. Des supports. Petite et toi, tu vois. Ok, ben, franchement, par contre, très impressionnant. Bientôt pour toi aussi, Léa. J'espère. Et du coup, on va profiter que tu sois là pour te poser plein de questions parce qu'on n'y connaît pas grand-chose en cybercriminalité. Yes. Je te propose qu'on commence par un peu de sémantique. On voulait déjà savoir qu'est-ce que ça voulait dire, la cybercriminalité. En gros, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est simplement une insulte en ligne, une collectivité territoriale, une mairie, un hôpital? Est-ce que ça recouvre aussi les fake news qu'on voit passer sur les réseaux sociaux? En gros, c'est quoi? C'est une très bonne question, parce qu'en réalité, c'est tout cela à la fois, effectivement. Le terme est un peu une sorte de parapluie qui va recouvrir un tas d'infractions juridiquement. On va la définir en fait comme toute activité illégale qui va être réalisée à l'aide d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un dispositif numérique dans le cyberespace. Donc c'est un outil qui va permettre la réalisation de certaines infractions. Et puis ensuite, il y a la cyberattaque. Ok. Et du coup, la cyberattaque, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de s'introduire intentionnellement, donc avec la volonté et la connaissance, dans un réseau ou un système informatique sans l'autorisation du propriétaire. Donc il y a une histoire de consentement en fait derrière. Exactement. C'est plutôt une histoire d'intention. Okay. Il y a l'intentionnalité derrière l'action. Je sais que je n'ai pas le droit d'être dans ce réseau et je le fais quand même. Donc, en intégrant le système informatique, en y accédant sans l'autorisation du propriétaire, j'accède aux données qui s'y trouvent. Et une fois que l'accès est réussi, donc une fois que j'ai accès à ces données, en fonction de l'intention de l'auteur, les données peuvent être volées, exposées, modifiées, détruites. Okay. Ou tout à la fois. Ouais. Dans les cas les plus graves. Et il y a un autre thème qu'on a aussi croisé en préparant ce podcast, c'est celui de cybermenace. Est-ce que tu peux nous dire la différence avec le terme qu'on vient de définir, que tu viens de définir? Moi, j'ai rien fait. Effectivement, cybermenace et cyberattaque, ce n'est pas vraiment la même chose en termes de sémantique. Okay. D'ailleurs, ce que je dis et tout ce que je vais dire n'engage que moi à ce stade de ma thèse. Mais effectivement, donc par cybermenace, on va entendre deux gros types de menaces qui sont tout d'abord le phishing et ensuite le ransomware. Okay. Du coup, très rapidement, pour le phishing, on va entendre donc toutes les techniques frauduleuses qui vont être destinées à leurrer une victime en se faisant
faisant passer pour une personne de confiance, un agent de la poste. Donc les emails qu'on reçoit, qui disent de cliquer sur le lien, etc. Exactement. Okay. En insérant un lien ou une pièce jointe piège, dans le but en fait de recueillir et de voler les informations personnelles, bancaires, professionnelles de la victime qui serait tombée dans le piège, donc qui aurait cliqué. Et puis du coup, pour le ransomware, on est sur une menace un peu plus dangereuse, on va dire, parce que le procédé est le même que pour le phishing, ça peut être un envoi d'email, sauf que cette fois-ci, en cliquant sur le lien ou la pièce jointe, on permet à un logiciel malveillant, donc un malware, d'accéder au réseau, qui ensuite, lui, va malheureusement passer à l'étape de chiffrement des données disponibles sur ce réseau. Directement. Exactement. Et justement, directement par un seul clic. C'est ça qui est le plus effrayant. Et donc, à partir du moment où les données sont chiffrées, on passe ensuite à la demande de rançon en échange d'une clé de déchiffrement, ce qui n'est pas toujours le cas généralement. Parce que là, je m'adresse à ma collègue extrêmement bilingue. Ransomware. Tu l'avais, le rançon? Ransomware. Ouais. C'est effectivement la contraction entre malware et ransom. Là, tu nous expliquais donc la méthodologie, en tout cas les conséquences de ces deux cybermenaces. Et j'aimerais te demander quelles sont en fait les cibles qui sont visées par ces menaces. Est-ce que c'est forcément... ma grand-mère, toujours. Non, c'est ta voisine. Non, mais c'est aussi ma grand-mère. C'est beaucoup de grand-mères les familles en même temps. C'est pas difficile. Est-ce que c'est forcément des grosses cibles, collectivités territoriales? On a vu aussi, par exemple, des hôpitaux qui étaient visés par des ransomware. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui est menacé finalement? Les cibles, effectivement, les cibles sont de, on va dire, 3 catégories. On a les particuliers, on a les entreprises, donc les cibles privées, et on a aussi ensuite les cibles publiques. Et en fonction, en fait, de la motivation de l'auteur ou des auteurs, la cible va différer. Par exemple, je m'explique, si l'intention est purement pécuniaire ou financière, en fait, si en fait l'auteur ou les auteurs agissent dans un intérêt financier, ils ont plus intérêt à attaquer une entreprise que de s'attaquer à une mairie qui n'aurait pas spécialement les fonds de payer une rançon. On a vu par exemple aux États-Unis une demande de rançon qui était, il me semble, de à peu près 2 millions de dollars demandés à une école maternelle. Et l'échange se faisait par SMS, et c'était un échange complètement lunaire parce que le directeur de l'école maternelle répondait directement à l'auteur et leur disait: mais est-ce que vous savez que vous vous adressez à une école maternelle? Nous n'avons pas les fonds. On ne peut pas acheter de crayon de couleur. Nous n'avons pas les fonds. Et donc, la rançon n'a pas été payée. Et malheureusement, les données, il me semble qu'elles avaient fuité et revendues sur le dark web. Oui. Et donc, les cibles sont différentes en fonction de la motivation. Et les motivations également peuvent être différentes. Donc, il y a soit l'intérêt financier, soit une visée de déstabilisation, de sabotage, et soit espionnage. Mais ça, c'est encore un autre volet de la cybercriminalité. C'est une sorte de braquage qui a une très, très mauvaise phase de repérage. C'est ça. Oui, sur l'école maternelle, tu m'étonnes. Ou même tout bonnement attaquer un hôpital. Il y a eu des cas ici même en France où les rançons étaient faramineuses alors que l'hôpital ne dispose pas spécialement de ces fonds-là. En fait, là, je suis en train d'imaginer des conversations où tu essaies de négocier la rançon en mode on passe à 1 million. La cantine. Allez, on s'accorde 1 million. C'est abusé. Mais justement, passons de l'autre côté. Donc, on a parlé un peu plus des cibles et tu dis quelque chose de super rassurant. C'est tout le monde. Super. Et du côté des cybercriminels, est-ce qu'il y a un profil qui se dessine? Est-ce que c'est plutôt des personnes isolées? Est-ce que c'est des bandes organisées? Et non, on ne remettra pas la Allez, s'il te plaît. Alors oui, effectivement, il y a 2 tendances qui se dessinent. Il y a donc le cas ce que tu as appelé le profil isolé, qui lui va agir encore une fois en fonction de sa motivation. Le profil isolé, de ce qu'on a observé ou de ce qui a été observé jusqu'à présent, c'est la personne, l'individu, on va dire, qui va agir dans un but strictement personnel. La gloire cyber. J'arrive à hacker telle société, je suis un génie de l'informatique, je ne le fais que pour ça. Ok. Oui. Et puis ensuite, il y a la menace donc qui est
beaucoup plus inquiétante et qui est celle des réseaux ou des gangs, ce qu'on appelle les gangs, des collectifs de cybercriminels qui, eux, vont agir effectivement en groupe dans un but précis en fonction de leurs intentions et en fonction de leurs cibles et généralement vont agir de manière sophistiquée, hiérarchisée, professionnelle et donc représenter une menace, un autre level de la cybermenace. Et ma question est totalement basée sur des clichés qu'on peut avoir, par exemple, tu vois, les Anonymous. Ma question est, est-ce que, en fait, justement, des gangs, comme tu dis, sont plutôt motivés par des ambitions politiques? C'est une très bonne question parce qu'encore une fois, dans le paysage cybercriminel, on essaye de retrouver qui est derrière l'attaque, mais ce qui va être déterminant aussi, c'est pourquoi cette attaque et pourquoi cette cible. Et donc, l'exemple d'Anonymous, c'est un hyper bon exemple parce que, encore une fois, leur motivation, elle est encore tout autre. Les Anonymous, ce sont des activistes. Activistes, donc hackers et activistes. Exactement. Et eux, leur motivation, leurs intentions sont des fois, ou même majoritairement, politiques. Donc, ils ont commencé, il me semble, leurs activités dans les années 2007-2008. La première cyberattaque a été réalisée à ce moment-là aux États-Unis. Et puis, dès lors, depuis, en fait, leurs attaques ne sont revendiquées et motivées que pour des raisons politiques. Hyper intéressant. On passe à une deuxième grande partie parce qu'aujourd'hui le podcast est structuré. Eh oui, on travaille, on prépare, donc on vous tend la main, suivez-nous. Et on aimerait profiter donc de ton parcours, de ta spécialité qui se base sur le droit, pour orienter un peu des questions un peu plus spécifiques. Et on se posait par exemple la question avec Manon de comment ça s'organise du coup le droit sur la cybercriminalité. Est-ce que ça se passe en Europe, ça découle vers la France? Est-ce que c'est chaque pays fait sa tambouille et puis ensuite il faut se mettre d'accord? Comment ça se passe? Eh bien, au niveau européen, l'Europe s'est prémunie en fait depuis 2013 d'un centre européen de lutte contre la cybercriminalité qui est basé dans les locaux d'Europol et qui s'appelle le EC3. Okay. Et ensuite, en 2016, elle a adopté, au niveau de l'Union européenne, on a adopté la première directive Nice, qui a été qui a représenté les premières mesures législatives prises par l'Union européenne pour œuvrer pour la cybersécurité. Et puis ensuite, en 2022, on a vu la version numéro 2, Nice 2, la directive Nice 2, qui elle a permis de mettre à jour les dispositions amenées par la première directive Nice et donc répondre à des nouvelles formes de cybermenaces qui n'étaient peut-être pas aussi bien appréhendées en 2016 et donc mettre à jour en fait le droit au niveau de l'UE. Et tu peux nous redire la temporalité entre Nice et Nice 2? J'ai pas été claire. Ah si, c'était très clair. J'ai juste pas retenu les dates. Il y avait combien de temps que c'est pas être update finalement? Voilà, donc en fait, il y a eu un update en 2022. Tu veux, on peut appeler ça un update. C'est la directive. Level up. C'est la directive Nice 2 qui est venue mettre à jour en fait les dispositions de Nice 1 qui est sortie en 2016 pour calcul extrêmement rapide. 6 ans. 6 ans, bravo. Merci à tous. Ok, voilà, pour répondre à peut-être à des nouvelles formes de cybermenaces et surtout au lendemain du Covid, au lendemain de la pandémie. Je crois que c'était comme ça qu'on l'a dit. C'était facile. Au lendemain du Covid et donc s'adapter à une nouvelle forme de cybercriminalité et mettre à jour le droit. Justement. D'accord. Et puis ensuite, donc, comme la France fait partie de l'Union européenne, le droit français est tenu de se conformer aux directives au niveau de l'Europe, bien qu'il existe donc plusieurs dispositions un peu disparates, c'est-à-dire dans divers codes de droit français qui répondent à certaines infractions et à certaines incriminations de la cybercriminalité, justement. Et du coup, par rapport à tout ça, donc échelle européenne, échelle française, quel regard tu portes, toi, sur l'évolution, sur le rythme, finalement, du droit par rapport à la cybercriminalité? Je pense que c'est
important justement que le droit s'adapte très vite à cette menace qui est grandissante. C'est important de mettre en place des textes de loi, donc pour encadrer juridiquement des comportements qui sont répréhensibles, et du coup surtout en fait assurer une protection aux victimes et aux personnes qui peuvent être l'objet de cette cybermenace. On adore le droit, mais comme on aime bien les petites questions clickbait quand même avec Manon, on avait des petites questions d'actualité à te poser aussi, si t'es ok. 4e partie ou 3e, je sais plus où on en est. On est structuré, il faut pas trop nous en demander non plus. Et justement, l'actualité sur la cybercriminalité, elle est super riche. Et on a essayé de se renseigner un petit peu avec Manon pour préparer ce podcast. Et on a pas mal entendu parler, par exemple, du groupe Logbit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu voilà, ce qui s'est passé, comment ça a été perçu Alors, Logbit, effectivement, ça a fait le tour des journaux il n'y a pas si longtemps que cela, parce qu'en fait c'était entre guillemets un gros coup de filet à la suite d'une coopération internationale qu'on peut dire sans précédent, plus d'autorités et de services de police et de renseignement de plusieurs États du monde qui ont donc coopéré pour mettre en place l'opération Chronos et qui ont réussi du coup à mettre hors ligne et à saisir 34 serveurs du groupe Logbit justement, et donc démanteler le gang qui se faisait appeler Logbit. Et on sait ce qu'ils faisaient, enfin, qui c'était, ou est-ce qu'ils avaient des revendications, comment ils agissaient, Logbit ? Alors, Logbit, ils avaient des intérêts pratiquement que financiers. C'est-à-dire que leur motivation était financière. Ils ont causé énormément de dommages à plusieurs victimes un peu partout dans le monde. C'est donc quoi les sites, par exemple ? Des entreprises. Ok. Oui, du privé, principalement ? Un peu de tout. Ah ouais. Oui. D'où la compétence, en fait, de plusieurs autorités mondiales, vu que les victimes étaient un peu partout dans le monde. Effectivement. Je te propose qu'on reste sur la thématique clickbait. Parce qu'on adore ça. Est-ce que tu pourrais me dire la plus lourde peine à ta connaissance qui a été donnée à un cybercriminel ou même à un groupe, un gang cybercriminel ? Alors, pour moi, quand on me pose cette question, je pense directement à Silk Road. Ok, alors pour vous en parler un peu plus, Silk Road était un black market qui a été ouvert sur le dark web par un individu américain qui s'appelle Monsieur Ross Ulbricht, et qui a donc monté une sorte de plateforme en ligne où étaient mises en vente tout type de stupéfiants, d'armes à feu, de ransomware d'ailleurs, de malware et de services informatiques malveillants, et qui, lorsque, à la fin de l'enquête qui a duré à peu près 1 an et quelques aux États-Unis en 2012, a été arrêté et puis ensuite a été condamné en 2015 à la perpétuité 2 fois. Ah ouais. Parce qu'aux États-Unis, perpétuité 2 fois. C'est ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un principe en droit qu'on appelle le principe de cumul des peines, qui veut dire en fait tout simplement que on peut être condamné pour plusieurs infractions et donc servir ces peines-là à divers en même temps, quoi. Et donc, il a été condamné à la perpétuité 2 fois, plus 40 ans d'ailleurs. Au cas où. C'est trop bizarre. Oui, pour nous, en droit français, ça semble complètement, ça semble impossible. Là, c'est que de la curiosité personnelle, ça n'a même pas de rapport avec la cyber, mais s'il y a une remise de peine sur une de ces 3 peines, et en fait, il y en a quand même sa deuxième perpétuité, c'est 40 ans qui restent. Alors, ce que ça veut dire, en fait, surtout, c'est qu'il a été condamné, l'expression en anglais, c'est life without parole. Parole. Et ça veut dire que il n'a pas de possibilité de remise de peine. Ah oui, ouais. Il me semble. Oui. Voilà. Donc oui, bien que il n'ait été instigateur et en fait gérant de cette plateforme, c'est la peine aujourd'hui la plus lourde. T'as en tête, je sais pas, les montants qui ont transité sur cette plateforme. Combien est-ce qu'il a généré de revenus grâce à toutes ces ventes? Je suis pas sûre. Des millions.
Des millions, voire des centaines de millions. Puis la diversité de ce qui a été vendu aussi, j'imagine. Il y a et les armes, et les stupes, et les ateliers. En fait, c'était justement surtout pour sa participation au trafic de stupéfiants que la peine est aussi... les États-Unis, les armes, bon. On va pas se lancer là-dessus. C'est surtout pour ça que la peine est aussi élevée, parce que dans la décision de justice justement rendue, la juge soulève que sa participation à cette économie et au mal en fait qu'il a fait, à cause de la vente de stupéfiants est ce qui lui vaut la perpétuité. D'accord. Ouais. La matrice a bugué. Toujours dans l'actu, on parlait un petit peu de droit à l'échelle européenne, à l'échelle française. On a vu aussi que les mesures pour lutter contre la cybercriminalité, elles semblaient s'accélérer et que l'État avait créé une sorte d'office anti-cybercriminalité, si on ne dit pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça intervient Oui, tout à fait. En fait, c'est un décret du 3 novembre 2023, donc c'est assez récent, qui a porté création de l'Office anti-cybercriminalité, qui est rattaché à la Direction générale de la police nationale, relevant donc du ministère de l'Intérieur. D'accord. Et puis, donc dorénavant, c'est cet office qui est chargé de mener les enquêtes judiciaires en matière de cybercriminalité sous l'autorité du procureur ou du juge d'instruction, dans son champ de compétences, c'est-à-dire que les infractions spécifiques à la criminalité liées aux technologies de l'information et des communications. D'accord. Voilà. Et en fait, justement, son rôle est de travailler conjointement avec d'autres organisations. Comme cyber ? Non, plutôt comme la police nationale ou la gendarmerie, ou encore d'autres organes compétents, c'est-à-dire par exemple la Direction générale des douanes. Travailler conjointement. Donc, pas forcément les organismes qui ont une spécialité cyber, mais un peu tout le monde, quoi. Voilà, pour surtout donc mener les enquêtes en matière de cybercriminalité. Okay. Oui. Et la dernière question. Toujours clickbait. Toujours clickbait. Le buzzword, qu'est-ce que c'est Faut le montrer en fait. Ouais, non, il était nul. J'allais te suivre, je te suis partout, même quand t'as des idées border, on y va. C'est bien évidemment l'intelligence artificielle. Et donc, Aïda, on voulait savoir si l'intelligence artificielle était ou sera utilisée pour lutter justement contre la cybercriminalité. Alors justement, l'intelligence artificielle est aujourd'hui un outil considérable et il paraît quasiment évident aujourd'hui de considérer que effectivement elle peut être d'une grande aide dans la réalisation des enquêtes, bien sûr dans le cadre du droit et de la loi, mais peut-être résoudre des questions et résoudre des interrogations que les enquêteurs ou les services d'enquête peuvent se poser de manière plus facile. On a peut-être une dernière question qui est plus personnelle, on dirait, parce que c'est pas rien, t'es une femme et tu travailles dans la cyber et vous voyez où on veut en venir, quoi. C'est pas si évident que ça. J'ai pas envie de te poser la question un peu banale de qu'est-ce que tu dirais pour encourager une jeune fille à se lancer dans la cyber, même si je pense qu'on a déjà posé 4-5 fois. Mais en tout cas, est-ce que t'as un truc à partager, une vision ou ton expérience que t'as vécue? Tu fais tes 3 années de thèse et beaucoup de questionnements personnels. Tu nous en parlais avant qu'on débute cet épisode. Est-ce qu'il y a un mot, comme je l'ai dit, une vision que tu as retenue et que tu dis si je l'avais su plus tôt, ça ne m'aurait pas arrivé. Alors, il y a 2 choses. Tout d'abord, peut-être pour les personnes qui envisageraient de commencer une thèse, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, c'est un exercice intellectuel assez, qui requiert beaucoup d'efforts. J'avais dit sportif. Oui, j'avais dit un marathon. Oui, t'en es au dernier tour. C'est ça. C'est un long marathon et donc il faut s'accrocher, mais surtout il faut aimer son sujet. C'est très important d'avoir un lien, peut-être pas affectif, mais quand même un lien intellectuel avec la question et les questions que vous serez amené à vous poser tout le long de la thèse. Et puis le deuxième point, qui n'est pas des moindres pour moi, est de savoir que
la cybersécurité ou la cybercriminalité, ou en tout cas le monde de la cyber aujourd'hui, malheureusement, on ne retrouve pas énormément de femmes. Je pense que la statistique est de 11% de femmes dans le monde. Bah, moi, j'ai celle-là aussi. Hein. Voilà, ouais. Et donc, du coup, le plus important, je pense, c'est de sensibiliser en fait un public qui est plus jeune, d'encourager les lycéennes et les collégiennes peut-être même, et ensuite les filles qui vont s'orienter ensuite à l'université ou en école, à choisir des matières qui peuvent les mener dans des services techniques cyber, parce que on a besoin de tout le monde sur cette question-là. Et en fait, surtout se dire que non, ce n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes, c'est réservé à tous. Tout le monde peut y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïda. C'était trop cool. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Matrice à Bugger. J'ai improvisé une sortie, ok. Je suis pas sûre. À bientôt. Bisous. Salut tout le monde. La Matrice à Bugger.